du coup, moi, je retourne aussi cette question-là vers les autres intervenants. Cette question de l'accès aux outils, au numérique. Est-ce que ce facteur qui pourrait être un facteur d'entraînement et ouais, qui favorise les choses? Et puis peut-être une question subsidiaire, du coup, en fonction de ce que vient de déclarer aussi Marie, c'est que on a vécu un premier confinement et je pense aussi que le premier confinement était aussi une vague de montée peut-être en expérimentation ou en exploration par le plus grand nombre d'outils numériques qu'ils n'allaient pas forcément explorer jusqu'à maintenant. Ludmila, Sophie, puis après Guillaume. Oui, bah, pour répondre sur la question du rapport au public, je pense que bon, il y a deux choses. Je vais répondre de manière un peu générale et puis ensuite par rapport à mes propres pratiques et les outils que j'utilise comme New Atlantis. Mais je pense que de toute façon, les technologies numériques, quelles qu'elles soient, ce serait se mentir que de supposer que par magie, tout le monde sait s'en servir. Et à partir de là, elles nécessitent un apprentissage ou une médiation plus ou moins forte en fonction de leur complexité. Mais du coup, sur un projet comme New Atlantis, en fait, tous les usages de la plateforme peuvent avoir lieu, enfin ont lieu, que ce soit son développement, sa pratique en tant qu'artiste ou des moments ont toujours lieu dans des moments de workshop qui peuvent être face à des publics très différents. Et je répondais à quelqu'un dans le chat, mais du coup moi c'est une plateforme que j'ai utilisée avec des collégiens, que j'ai utilisée dans des événements très larges publics avec des familles. C'est une plateforme que j'ai aussi utilisée dans une école d'art. Donc en fait, cette question de comment aller s'adresser, comment aller chercher un public qui serait un public novice, ou en tout cas qui n'irait pas de lui-même chercher ce type d'expérimentation-là, ça passe par le fait de soi-même proposer. Et là, ça fait partie de la structure même du projet, des moments de travail collectif autour de cette plateforme et qui puissent s'adresser à tout type de public, j'ai envie de dire. Et vous savez si parmi quand vous parlez de type public collégien ou autre, vous savez s'ils sont revenus après le workshop se connecter ou pas? Alors, je sais qu'il y en a qui en sont revenus, mais ça a été une étape plus difficile à mettre en place là parce que, évidemment, j'ai eu beaucoup d'interventions qui ont été annulées avec, avec justement les différents confinements où, en fait, en fonction du type de public aussi, on ne propose pas la même manière d'accéder à l'outil parce que chaque public n'a pas la même chose. Et autant avec des étudiants d'école d'art, on a pu faire un travail complètement en ligne. Et là, je sais qu'il y a des étudiants qui s'en sont emparés, qui continuent aujourd'hui à travailler encore avec New Atlantis, à développer des projets auxquels je n'avais jamais pensé avec ce truc-là. Par contre, pour ce qui est des écoles, des collégiens, il y a une part qui a été annulée, donc j'ai recueilli peu de choses. Et je sais qu'il y en a quelques-uns qui y sont retournés, mais je n'ai pas beaucoup de données, on va dire, sur cette question-là. Ok, et là je Par me contre, tourne à nouveau vers Guillaume du coup pardon, mais j'enchaîne dans les questions. oui, oui. Guillaume, sur question à peu près aussi équivalente ou dans le prolongement de celle-ci, sur la plateforme que vous évoquiez, est-ce que dans les forums, on est avant tout tourné vers des personnes qui sont dans l'expérimentation, déjà dans la recherche, ou finalement cette question du participatif, notamment la recherche artistique, vient aussi ouvrir peut-être euh, à du codeur amateur ou alors du musicien amateur qui se disent: «Tiens, voilà une opportunité peut-être pour moi de collaborer aussi avec une institution comme l'IRCAM». Alors, je ne vais pas vous mentir, il y a vraiment de tout. Il y a de tout type de niveau d'entrée. Et je ne les ai pas comptés, mais il y en a beaucoup. Et je ne vais pas vous mentir non plus, c'est vrai qu'il y a des technologies, des briques logicielles ou des outils. Parfois, il faut être vraiment ingénieur, technicien pour savoir les utiliser. Mais comme je pense avoir montré, l'accessibilité, en fait, c'est un moteur sur celui qui va penser l'interface, les concepts d'entrée dans certains systèmes. Il y a des boutons, il y a évidemment des concepts visuels à initier. Mais pour aller jusqu'à au plus bas niveau, voilà, je sais que dans Cosima et dans Collective Soundworks notamment, il y a eu pas mal d'expériences dans des écoles d'enfants, donc en école primaire, pour justement questionner justement la capacité de ces interfaces à trouver un public qui n'est pas technique et qui juste utilise ses sens très, très basiques pour jouer. Jouer vraiment la musique, jouer à plusieurs. Et là-dessus, déjà, les interfaces, c'est comme un tambour, ça peut être très, très simple. Et un autre exemple, c'était donc l'œuvre de Norbert Schnell, qui avait pensé donc à connecter un piano, les 88 touches d'un piano, à 88 téléphones. Donc là, le jeu, c'était un bouton sur le téléphone qui actionnait une touche sur le piano. Il se passe des choses. Quand vous mettez 88 personnes en même temps à jouer un piano, il se passe des choses. Je ne vais pas vous dire exactement quoi. Et donc, je pense qu'il y a tous les niveaux, mais ces critères d'accessibilité, d'interface, c'est le moteur
premier, je dirais, du facteur instrumental, parce que là, en fait, on parle d'instruments. Et lorsque c'est des outils, bien sûr, un peu moins musicaux, mais tout aussi transmetteurs, on va dire, je pense que dans tout le DIY et l'open source qu'on voit à droite à gauche, il y a cette question de la documentation, de l'accès aux outils, et puis les fameuses parties d'installation, de pédagogie autour de ces outils pour apprendre aux gens à se servir de ces choses. Et Très bien. là, il y a un rôle de communauté, de rencontre, de laboratoire citoyen pour réussir ce pari. Et c'est sûrement pas un rêve de technologiste, ça c'est vraiment une pensée, je dirais, de groupe, d'arriver justement à trouver les moyens d'être relativement autonome avec ces outils. Et du coup, dernière personne, du coup, est-ce que je pouvais solliciter du coup Sophie là-dessus? Parce que là, vraiment, on avait commencé, on avait vu déjà le sujet relève de la culture pop, si on veut l'appeler. On est dans l'objet du coup smartphone très direct, l'usage quotidien. Inversement, est-ce que ça génère des nouveaux usages qui diffèrent ou qui s'éloignent un petit peu de la pratique ou pas? En fait, le but est, donc déjà, c'est complètement expérimental, hein, comme ARG, installation, bah, enfin, on veut pas. Donc voilà, mais l'idée, c'est de travailler sur ce motif urbain. Et donc, je ne sais pas parmi vous, mais par exemple, pour Invader, je ne suis pas sûre que ça soit en 97, quand il a commencé à les mettre, que vous vous êtes aperçu que vous l'aviez déjà vu, en fait, plein de fois. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'arriver progressivement par rapport en fait à ça. Et c'est pour ça aussi qu'on a gardé cette idée de QR code, parce que c'est quelque chose qui est compréhensible. C'est-à-dire que moi, ma propre mère, sait qu'un QR code, ça se lit avec un téléphone. Et pourtant, elle n'est pas bonne en informatique. Après, il y a différents niveaux, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui peuvent simplement découvrir et faire une collection d'images, comme il y a ceux en fait qui peuvent se prendre au jeu d'aller plus loin et donc de faire le côté ARG. C'est pas forcément la même population. C'est ça dépendra en fait réellement des joueurs et des usages, etc. Très bien, merci. Ça répond, j'espère, en partie aux questions, en tout cas, qu'il y avait sur le chat. Je vais prendre les 2 dernières questions puis qui sont sorties aussi. Une première question, c'est que dès lors qu'on est dans le numérique, on est sur des questions du stockage de données, d'information de données. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte par vos différents projets? Et là, c'est moi qui rajoute cette petite note, mais est-ce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui mesuré aussi en termes d'impact, cette question des données de son stockage? Qui souhaite, peut-être, réagir en premier sur cette question? Ouais, très rapidement, il y a plein de questions évidemment très sensibles là-dessus, à la fois pour savoir où est-ce qu'on stocke les données dans des réseaux qui sont pas forcément, qu'on maîtrise pas forcément. D'ailleurs, GitHub, pour commencer la question de Peter, GitHub, c'est un certain problème. Ça appartient à Microsoft aujourd'hui, c'est une grosse entreprise. Est-ce qu'on veut tout stocker chez Microsoft ou pas? C'est une question. On sait par exemple pour les données de santé, c'est hors sujet, mais il y a un gros dossier là-dessus. Et puis il y a tout le règlement RGPD qui fait qu'on peut pas tout faire. Et autant que faire se peut, et en tout cas je pense que dans les projets de recherche, on a ce luxe presque de pouvoir choisir des infrastructures de recherche, et donc qui sont nationales ou régionales, parfois européennes. Et donc, en tout cas, dans mon environnement, on essaie autant que possible de trouver les moyens d'autonomie vis-à-vis de ces systèmes, et de faire en sorte que juridiquement on soit carré et de respecter les données personnelles, c'est évident. Mais c'est une vraie question parce que si on participe, on injecte de la donnée, est-ce que c'est du perso ou est-ce que c'est du public? Il y a des questions à poser au public aussi pour savoir qu'est-ce qu'il souhaite faire et ce pourquoi il est vraiment d'accord en fait dans l'interaction. Effectivement, de faire ce partage. Je me retourne dans ce cas-là vers Marie. Peut-être, compte tenu du caractère peut-être, plus underground de la plateforme, Pinode, est-ce que là, il y a des dispositifs plus alternatifs peut-être, sur la question du stockage de données? N'oubliez pas de rouvrir le micro. Parfait. Après, le Pinode, c'est pas underground du tout, hein, en fait. Ils travaillent avec Paris 8. Enfin, ils ont diffusé tout un tas ils ont des partenariats aussi avec des institutions pour proposer en fait les retransmissions, pour les assister ou pour faire des ateliers. Donc, il y a vraiment il y a un aspect éducatif et pédagogique qui est très important
Alors, sans revenir sur le Ouais. côté underground, qui n'était pas forcément le terme, mais qui est celui qui m'est revenu le premier, qui n'est pas forcément celui qui traduisait ma pensée, mais on sent un choix, vous l'avez dit, sur le choix des logiciels et des plateformes et autres, qui s'orientent plutôt du côté du libre. Et, Ah, et oui, puis vous voilà, avez... du coup, donc, est-ce que là, il y a aussi des recherches qui sont faites dans cette question de est-ce qu'on est sur un chaton ou pas, de stockage délocalisé de la donnée, ou d'opter pour des serveurs plus vertueux ou plus responsables, ou ce genre de choses, ou pas? Ah bah complètement, ouais, ouais. C'est même au cœur du projet. Donc ça, enfin, les participants de Pinode, parmi lesquels il y a notamment des gens de Labomédia à Orléans, hein, qui sont aussi très acteurs en fait de toutes ces questions de souveraineté technologique. Il y a beaucoup de participantes qui ont monté aussi des serveurs féministes, etc. Donc en fait, cette question des données est évidemment complètement centrale dans leur pratique, et les technologies qu'ils développent, elles sont, pour revenir là-dessus, elles sont effectivement documentées. Il y a de plus en plus de tutoriaux pour permettre à vraiment de se saisir de ces outils, et en essayant de prendre soin en fait des questions liées aux données, puisque tout ça c'est évidemment hébergé dans des endroits qui ne sont pas le cloud, qui sont J'avais une demande de précision qui était au-delà effectivement de la donnée, de savoir si ça constitue des archives, qui était une question qui était subsidiaire, qui était posée ici. Je ne sais pas si Là, en quelqu'un fait, il y a des choses, ouais, il y a plein. Il y a eu un gros travail de documentation et d'archivage, notamment de ce programme antivirus, et donc il est accessible également sur leur site. Très bien, merci. Je me permets aussi de regarder sur les différentes questions. Est-ce qu'il y a des recherches autour des dimensions alternées participatives, puisque c'est quand même la question autour du numérique participatif ici, qui favorise une reconnexion, une nouvelle expérience à la nature, plus sensible ou émotionnelle? Alors, j'ai vu que Lumina, vous avez un lien, voilà, qui, disons, sur la relation à la nature, il existait beaucoup de liens. Est-ce que vous en auriez certains à préciser ici, peut-être? J'avoue que ça déborde un peu de mes problématiques de recherche actuelles, mais en tout cas, je peux conseiller à la personne qui a posé cette question de se rapprocher des mouvements activistes et do it yourself, puisqu'il y a beaucoup, dans ce type de pratique de construction de ses propres outils, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent avec cette manière dont on peut reconstruire les nouvelles technologies pour les utiliser dans une connexion avec la nature, et d'envisager des questions de réseau, non pas uniquement sous l'angle du réseau Internet, mais par exemple des réseaux entre les végétaux dans les grosses forêts qu'il peut y avoir dans le monde, etc. Donc là, je n'ai pas d'exemple à donner, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font autour de ça, donc je conseillerais à... Enfin voilà, il y a beaucoup de pratiques, de nouvelles technologies dans des problématiques de reconnexion à la nature. Très bien, merci. Voilà. Les remerciements arrivent directement dans le chat, donc je joue dans le code chat et autres. Il nous reste 2 minutes, Alexandra, c'est ça? Je ne sais pas, peut-être si on prend une dernière question, si tu as repéré une dernière question peut-être à adresser aux intervenants. Là aussi, question très rapide, réponse rapide. Une vingtaine de minutes d'échange, on était 4 Si intervenants. tu me le permets, je veux Oui, bien vas-y, Peter, bien sûr. essayer de répondre à Peter et à Virginie Sana en même temps, Ouais. sur l'aspect du rapport entre l'œuvre numérisée et tous les gens qui participent autour à la création de cette œuvre, ce travail. Oui, je pense que vraiment le rapport a changé sur la manière de s'organiser autour de ces différents processus. Ça n'arrête pas changé en fait l'ambition artistique. Vous avez compris, je suis assez centré sur la technologie, donc il y a toutes les questions artistiques, philosophiques et poétiques qui, elles, évoluent tout à fait de manière parallèle à tout ça. Mais comme le disait mon ami Norbert Schnell, il y a une symétrie très forte entre comment s'opère la recherche artistique et comment s'opère la recherche scientifique. Et en fait, ça fusionne de plus en plus avec ces outils numérisés. Et reste une question très forte de comment c'est là où je pense que le rapport est en train d'évoluer sur le rapport à la mémoire. Et donc pour essayer de répondre à Virginie Sana, ce rapport à la mémoire, évidemment, il est compliqué aujourd'hui parce qu'on est sur des matières très, très éphémères. Le numérique, le digital, enfin, le bit, il est très, très fragile. Et pour le stocker, pour envisager de le partager, il faut qu'il y ait une dynamique, une vraie dynamique. Et pour avoir travaillé sur les concepts d'archivage pérenne avec du numérique, en fait, on se rend compte que pour faire vivre ces archives, c'est de ne pas les faire devenir des archives.
Donc, autant les archives analogiques, il fallait vraiment les mettre au frigo et les préserver, autant les archives numériques, eh ben, il faut qu'elles vivent. Et ce qu'on se rend compte avec les créations sorties des studios et mises à disposition sur certains réseaux de stockage, en fait, le seul moyen de préserver les œuvres, c'est de les rejouer et donc de les partager. Une œuvre dont on ne s'est pas occupé pendant 20 ans, on a plein des cartons chez nous, les ordinateurs ont changé, les protocoles aussi, les outils, et donc le seul moyen de s'en sortir pour préserver cette mémoire et finalement continuer le travail créatif dans une époque modernisée, eh bien, c'est de reprendre ces œuvres et de les augmenter. C'est tout ce processus de versionnement qui est très, très important aujourd'hui, et c'est le seul moyen finalement de bien archiver la mémoire aujourd'hui. Et donc oui, il y a beaucoup d'institutions qui sont intéressées aujourd'hui pour travailler sur ces questions et de manière collaborative. En tout cas, les sujets sont très, très connexes. Merci Guillaume, il est 16h maintenant dépassé, il y a un autre webinaire derrière, donc je vais laisser la parole. Merci à toutes et tous.